Allez, installez-vous. Près de moi, vous allez voir, c'est sympa ici. Installez-vous, installez-vous. Ça vous a inspiré, le discours rapidement du président du MEDEF? Il est là, justement. Donc, justement, une réflexion. Moi, je crois qu'il est vraiment d'à propos dans la situation actuelle que nous vivons. Les industriels se battent derrière le MEDEF. On est tous conscients des problèmes à régler. Et je pense que notre chef de file est là pour défendre nos intérêts. Alexandre? Tout à fait d'accord, oui. Puis surtout, on a des atouts. C'est bien d'insister là-dessus. On a l'innovation, on la voit de partout ici, et ça qui est bien. C'est vrai que ça, vous êtes d'accord, c'est vrai qu'on voit là depuis hier, ça n'arrête pas. On sent qu'il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique, mais ce qui est important, c'est à la fois de mettre en avant les difficultés, les challenges, mais je crois que c'est aussi important de faire envie. Si on veut développer l'industrie, avant tout, il faut qu'il y ait plus de jeunes, plus d'entrepreneurs, plus de cadres qui ont envie de venir dans ce segment très particulier, très porteur. Et pour ça, avant tout, à mon avis, il faut faire envie. Donc, mettre en avant les difficultés, mais aussi montrer ce qui marche et ce qui va bien. Alors, Raphaël Gorgé, on commence par vous. On parle beaucoup de défense européenne depuis hier. Quels sont les défis et les opportunités qui sont liés justement à ces bouleversements dans cette défense européenne ? On en parle beaucoup. Alors, peut-être le groupe Gorgé, c'est une ETI familiale. On fait à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 350 millions au travers de notre filiale Excel, qui est très spécialisée sur la défense dans le domaine naval. C'est un enjeu qui est au cœur de nos activités depuis des dizaines d'années et qui entre sous les feux de la rampe en ce moment. Mais quand vous dites entre sous les feux de la rampe, depuis 2022 et a fortiori depuis quelques semaines maintenant, on reprend conscience de l'importance d'avoir des technologies souveraines, des industries souveraines, des solutions techniques sur lesquelles la France et l'Europe sont en position d'être autonomes. Ça, c'est le travail de tous les industriels. On parle des grands groupes, mais il y a aussi, comme le rappelait le président, tout un tissu de PME, d'ETI qui peuvent nous assurer cette souveraineté, à condition peut-être qu'on se ressente, qu'on se concentre entre Européens, en donnant peut-être aussi une priorité ou une préférence à des achats européens. Comment est-ce qu'on fait pour faire ce maillage européen? Alors la préférence, oui, mais pas seulement. Comment est-ce qu'on fait? Vous vous concertez, vous, avec vos collègues européens? On se concerte ou on se confronte parfois, mais en tout cas, au sein d'une compétition européenne saine, non polluée par une tendance ou une tentation hégémonique qui vient perturber parfois les jeux du marché. Je crois que c'est assez sain et qu'il y a toutes les compétences en Europe pour pouvoir briller, rayonner et être autonome. Donc il doit y avoir une préférence européenne, c'est ce que vous dites, mais qu'elle soit purement européenne, parce que les collaborations maintenant elles sont internationales. Oui, mais on voit aussi ses limites. Si vous achetez sur des sujets particulièrement d'actualité, la France doit se doter de drones navals prochainement. Je préférerais qu'ils soient européens qu'américains. Oui. Et au passage, je préférerais que ce soit les nôtres. Et vous luttez contre ça? Vous parlez avec les gens de la Commission européenne? Je crois que la lutte principale, il ne faut pas l'oublier, c'est avant tout de faire les meilleurs produits au meilleur prix, avec les meilleures performances. C'est quand même ça l'arme absolue qui permet aux entreprises de se dégager. C'est vrai dans la défense, mais c'est vrai dans la plupart des industries. Il ne faut pas non plus trop compter sur un espèce de protectionnisme, même si ce n'est pas exactement le terme. Je crois que la solution, et on est tous probablement confrontés aux mêmes situations, il faut faire d'excellents produits avec d'excellentes technologies au meilleur prix. Mais on sent que ça parlera l'excellence de toutes les façons à terme, puisqu'on voit que même les dirigeants européens qui allaient vers des contrats internationaux sont en train de se recentrer vers l'Union européenne. Je parle de l'Italie qui allait vers Starlink, qui finalement revient vers des satellites européens. Je parle des systèmes d'armement, même la Pologne est en train de réfléchir à nouveau. Est-ce que du coup, pour vous, ça va être une autre dynamique et justement vous poussez à ça? Je pousse, ou en tout cas j'ai envie de proposer des solutions souveraines européennes. Cette accélération, elle peut se passer de différentes manières. À moyen terme, une réorientation vers effectivement des programmes européens, on va dire, au sens large, mais aussi à court terme, le basculement vers des alternatives, c'est-à-dire sur des programmes qui existent déjà et que certains clients, certains pays, certains marines dans notre cas, pourraient décider de faire basculer vers des solutions européennes, là où une solution américaine aurait pu être une alternative attractive.
Et donc là, les choses, c'est vrai, peuvent basculer assez vite. Donc on a vu la défense, passons à la santé avec vous, Alexandre Mérieux. Justement, pour cette filière santé, comment est-ce que vous placeriez la priorité dans le développement à l'échelle française et européenne? Merci. Et ben, ça va rester l'innovation. Surtout qu'on vit dans un moment assez intéressant d'un point de vue avancée technologique, avec les biotechnologies, enfin tous les progrès qui sont faits en thérapie cellulaire, génétique, oncologie. Dans mon Diagnostic domaine, pour vous aussi. qui est celui du diagnostic avec l'émergence du séquençage, de la PCR et autres. Donc ça reste un petit peu le nerf de la guerre. Ça se fait par de l'investissement R&D en propre, ça se fait par des collaborations publiques-privées. Et à échelle européenne, il y a, on va dire, il y a un début. La santé, c'est pas un axe majeur aujourd'hui. Ça a changé depuis le Covid ou pas? Ce qui a changé, c'est qu'il y a un petit peu l'aspect prévention, risque de la prochaine pandémie et autres. Il y a les PIEC qui sont mis en place. Je pense, alors j'aime pas trop donner de conseils, mais je pense que c'est pas mal de mettre la santé et de pas rater le coche en fait des nouvelles technologies, à la fois par des financements publics et R&D, avec une ligne un peu tracée sur les axes prioritaires, et continuer à faire ce qu'on voit, hein, c'est la montée de l'écosystème financement, private equity et autres, pour accompagner les sociétés qui en ont besoin dans le temps long. Alors non seulement pour que les produits sortent, mais aussi pour les fabriquer, parce que ça va demander des technologies un peu nouvelles, qu'on voit d'ailleurs ici. Donc il y a un sujet de ne pas rater le coche de ces nouvelles technologies. Vous dites pas rater le coche et financer cette innovation oui, et de créer... Mais quelle est cette innovation, par exemple? C'est tout ce qui est biologie moléculaire, le CRISPR et autres. Ça demande, en fait, on va un peu vers une médecine personnalisée. D'accord. Donc ça demande une approche médicale un peu différente. Ça demande une approche manufacturing un peu différente. Et c'est un petit peu le sens de l'histoire aujourd'hui. Donc on a plein d'acteurs qui sont présents dans le domaine, mais c'est vrai qu'il faut peut-être un effet de taille critique. Les gros acteurs aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ils ont 40% du marché santé, il est aux États-Unis. C'est là où il y a beaucoup d'innovation. On peut en Europe concurrencer les États-Unis au moins. Oui, on peut le concurrencer à travers des sociétés, à travers de l'investissement. Oui, il faut être focalisé, il faut être soutenu. Et là où, peut-être que je parle trop, je crois pas mal aussi aux écosystèmes, c'est-à-dire d'avoir des pôles de compétences, d'excellence. À Lyon, par exemple, je fais la promo, il y a nous, il y a Sanofi, il y a des boîtes comme Seva, il y a les HCL et autres. L'idée, c'est de travailler ensemble sur des projets publics-privés. Alors, peut-être pas forcément avec un business plan tout de suite, mais au moins pour faire émerger des solutions qu'on pourra ensuite développer industriellement. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est que là où les États-Unis reculent sur la recherche et coupent tout, vous, au contraire, vous dites qu'il faut investir sur la recherche pour se distinguer. Alors, ils coupent pas tout, les États-Unis. Ils ont un très très bon écosystème santé. Ils dépensent 18% du PIB dans la santé. Donc, ça reste très fort. Oui, ce qu'on voit depuis quelques semaines un peu erratiques, c'est qu'il y a moins de financement pour la recherche. Donc, il faut peut-être en profiter pour attirer certaines personnes. Oui. Ah, ça veut dire les faire venir, les chercheurs américains ici? Oui, et mais tout pas tout piquer. On sera obligé de collaborer dans tous les enjeux de santé publique qui sont mondiaux. Le mien, celui de Mérieux, c'est les maladies infectieuses. C'est partout, ça passe pas par les douanes. Donc, on est obligé de collaborer un peu avec tout le monde. Donc, ce que vous leur dites, c'est bienvenue. Welcome à Lyon. Oui, bienvenue. On a plutôt un bon écosystème, mais à nous de bien le renforcer. Je pense que le plan Santé France 2030, c'est un bon plan, une bonne trajectoire. Il faut s'assurer qu'il soit bien délivré et ça serait pas mal de l'élargir un peu à une échelle européenne. Laurent Tardif, cet écosystème français dont parle Alexandre, finalement vous n'êtes pas très très éloigné. Comment vous le percevez pour justement l'alignement des acteurs? L'alignement des acteurs, si on parle du domaine qui m'intéresse avec la fédération, la FIEC, donc la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, évidemment pour nous, le sujet de la transition, des transitions dont on parle en ce moment, nécessite cet alignement. Alignement entre tous les acteurs adhérents indirectement de la FIEC. Je reviens un instant là-dessus. La transition énergétique dont on parle, c'est le résultat d'une transition écologique dont on est tous maintenant conscients, puisque on sait qu'on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis 1850 et qu'il y en a beaucoup trop maintenant. Voilà. Et qu'il va falloir arrêter. Donc il faut une transition écologique qui devient une transition énergétique, qui devient, je crois que c'est de plus en plus confirmé, une transition vers l'électricité. Donc notre credo, c'est de se dire, on doit couvrir les trois grands
morceaux du système électrique, la production qui doit être décarbonée, et ça on a déjà bien avancé, on sait faire beaucoup de choses. Il y a encore des choses en développement, par exemple dans les SMR à venir. Le transport, la distribution, la protection, le pilotage de tous les réseaux, ce système nerveux pour apporter cette énergie au plus près des cas d'utilisation. Ouais. Et puis enfin, les usages dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos usines, et plus généralement, les usages pour transporter, les usages pour l'agriculture par exemple, et pour bien d'autres domaines. Cette cascade de la production, transport, distribution jusqu'aux usages, c'est ce qu'on appelle l'électrification, et c'est notre credo, c'est notre motto, comme on dit, qui nous emmène tous vers cette électrification des usages et donc du pays. Mais comment on passe à cette transition? Parce que vous, ça vous y amène, mais ça se travaille. Il faut d'abord imaginer comment on va l'écrire, comment on va la dessiner, cette transition, et ensuite avoir des opérateurs industriels capables d'apporter des solutions. Et Vous travaillez sur quelle réflexion, par exemple? dans le domaine de l'électricité, il y a encore plein de choses à inventer. Quand on pense aux usages, aux nouveaux usages, je vous parle de pompes à chaleur, Oui. je vous parle de véhicules électriques bien sûr, des bornes Oui. de recharge, mais plein d'autres systèmes dans le pilotage et dans le système de réseau. Il va falloir imaginer plein de nouvelles solutions, passer des câbles sous la mer, arriver à des systèmes de pilotage et de protection qui protègent tous les utilisateurs. Tout ça, il reste encore des choses à développer. Et là, évidemment, on touche du doigt ce dont on parlait tout à l'heure sur la recherche et développement, qui est encore nécessaire et qui est la bonne solution pour pouvoir imaginer ces nouvelles solutions et demain les produire sur le territoire. Donc vous dites qu'elle est là, mais elle n'est pas suffisante, cette recherche et développement, dans votre secteur? Dans mon secteur, et je pense dans beaucoup de secteurs industriels, la recherche et développement n'est jamais assez importante. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudrait injecter en fait beaucoup de sous dedans pour qu'elle s'accélère en ce moment, dans cette conjoncture qui est particulière? Il faut surtout que les entreprises comprennent que sans avoir un peu d'intelligence au départ pour associer les besoins des clients, le développement d'un produit, ses tests, ses qualifications et enfin ces procédés de fabrication, on n'arrivera jamais à industrialiser notre pays, on n'arrivera jamais à produire ça dans nos usines en France. Il faut absolument qu'on innove dans chacun de ces Mais les industries éléments. qui sont dans le secteur de l'électrique et de l'électronique, elles l'ont compris ça? Elles ont compris ce maillage essentiel? Écoutez, je vais vous faire une autre remarque particulière sur la FIEC et sur l'industrie électrique en France. On a la chance en France d'avoir un secteur électrique assez puissant, Oui. voire même très puissant, puisqu'on a des leaders européens, des leaders mondiaux qui sont souvent ou français ou installés en France. Pourquoi? Parce qu'on a été capable en France, grâce à l'acteur national qui est EDF, d'avoir une certaine normalisation et spécification de comment faire Un pour flux. produire, transporter et utiliser l'électricité. Et aujourd'hui, on en est où? Et ça, aujourd'hui, on l'a. Et ça, c'est un atout très fort pour l'industrie française dans le domaine de l'électricité. Et demain? Donc, et on doit encore travailler là-dessus parce qu'il y a encore à faire. Preuve en est, on ne sait pas encore exactement comment est-ce qu'on va faire pour arriver à un zéro carbone théorique pour 2050. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Une réaction peut-être Oui, Raphaël. là-dessus, ce sujet de la transition énergétique. Parce que ça vous touche aussi dans la défense, hein? Dans la défense d'une part, même si très honnêtement ça n'a pas toujours été la priorité absolue, mais il se trouve que l'utilisation des drones permet de diviser par 100 l'émission de CO2 pour une mission qui serait faite habituellement par un navire traditionnel, mais surtout, comme le rappelait Laurent, en France on a cet écosystème de l'électricité qui est très largement décarboné et c'est un atout formidable. Mais il reste un sujet important, c'est la chaleur. La chaleur, c'est 40% de l'énergie consommée en Europe. Cette chaleur, elle est carbonée à 93%. Pourquoi? Tout simplement parce que pour se chauffer aujourd'hui, on brûle du combustible. Que ce soit du gaz, du fioul, du charbon, de la biomasse ou même des ordures ménagères, toutes ces combustions émettent du CO2. Nous, en France, on a la chance d'avoir cette expertise dans le nucléaire et moi, c'est ce que modestement j'essaie de promouvoir au travers de notre filiale Calogena qui développe un SMR, donc un petit réacteur nucléaire qui n'a vocation qu'à faire de la chaleur décarbonée. On utilise directement l'énergie de fission pour chauffer de l'eau qui va chauffer les réseaux de chauffage urbain en apportant du coup une solution à l'échelle
pour décarboner un sujet sur lequel il n'y a pas de solution à l'échelle pour décarboner. Et donc, si on pouvait capitaliser déjà sur le fait qu'en France, l'électricité est décarbonée et maintenant on peut s'attaquer à la décarbonation de la chaleur, on le fait nous pour le chauffage urbain, d'autres projets français le font pour de la chaleur industrielle, il y a des enjeux extrêmement importants et là aussi je pense qu'on peut essayer de faire rayonner le savoir-faire français puisque l'ambition c'est de faire des entreprises industrielles françaises internationales, qui rayonnent à l'international, qui exportent ce savoir-faire français, y compris sur les SMR. On l'a réussi formidablement bien sur l'électricité à grande échelle, on peut le faire sur la chaleur décarbonée qui est un véritable enjeu majeur de cette transition. Alexandre, je vous vois acquiescer sur le savoir-faire français. Oui, on n'a rien à... peut-être revenir sur les usines. Biomérieux, c'était bio-industriel, on a une vingtaine de sites de production. Et moi, je suis assez bluffé dans le bon sens par... C'est quand même des sites qui ont l'habitude de travailler sur l'amélioration continue. Donc il y a plein d'idées qui viennent de l'interne. Hein. C'est la manufacturing, c'est la plus grosse population chez Biomérieux. Et c'est déjà assez collaboratif. Il y a déjà plein d'idées qui se mettent en place, plein de choses qu'on fait assez facilement avec du bon sens, d'autres sur lesquelles on investit. Donc il y a, cette partie-là, ça restera un axe fort pour nous. Hein. Bien sûr, continuer à produire en France. Je pense quand même qu'il faut, quand on est une société internationale, il faut commencer à réfléchir aussi à l'internationalisation de nos sites, pour des raisons géopolitiques, supply chain et autres. Donc ça va aussi être un sujet, mais tout en gardant, on va dire, oui, parce des que la racines santé, fortes. c'est un enjeu qui est mondialisé. La santé, c'est quand même un enjeu qui est mondialisé. Oui, et puis il y a des chaînes d'approvisionnement, les API et autres, où il faut bien gérer son environnement pour ne pas être en rupture et autres. Donc, et comment nous, on peut se positionner en tant que Français ? Je pense qu'il y a tout le travail en cours qui est pour un petit peu faire revenir les API qui ont été sous-traités et autres. Ouais. Ça, c'est bien de le faire plus dans une côté pérennité, maîtrise de la chaîne logistique. Mais l'enjeu, encore une fois, c'est de ne pas rater le coche des nouvelles technologies et des nouvelles innovations. C'est là où il faut aller. C'est ça qui créera de la valeur, de l'emploi qualifié et qui aura surtout un bénéfice pour le patient. Et qui pourra nous asseoir un peu plus aussi à l'international, j'imagine. Bien sûr, oui. Sur le savoir-faire français, justement, et cette technicité, vous aussi, vous êtes un groupe qui est présent dans 75% du marché mondial, ce qui est énorme. La maturité de l'industrie française ? Alors, je me permets là de parler de mon groupe. Au-delà de la FIEC que je préside, je m'occupe également d'un grand groupe industriel qui s'appelle Prysmian, que peu connaissent. En fait, il est né à la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Et si on se souvient bien, en 1880, on inventait l'électricité. C'était Edison et la lumière. Et nous produisons des câbles électriques en même temps que nous produisions des pneumatiques, puisqu'à l'époque, ce groupe s'appelait Pirelli et qui est devenu Prysmian pour la partie câble. Donc, des racines italiennes très fortes, des racines industrielles très fortes, avec aujourd'hui une présence mondiale et globale qui fait que notre groupe n'est plus italien, il est mondial. C'est le premier fabricant de câbles au monde, des fibres optiques, des câbles de toutes sortes, qui en effet bénéficie de tout ce savoir-faire et je dirais de cet ADN italien sur les usines. Oui, mais comment vous, avec cette société donc italienne et avec votre titre de représentant, comment vous voyez la maturité de l'industrie française ? Ce que je vois, je compare assez facilement l'Italie et la France. Je passe beaucoup de temps en Italie parce que j'ai beaucoup appris et je m'occupe de pas mal de projets là-bas. Et ce que je peux remarquer, c'est que quand on parle d'une usine en Italie, on est fier de son usine. Et on travaille dans l'usine et on est toujours en train de penser à comment on va faire pour progresser. C'est pas le cas procédé. En France ? Donc la différence principale que je vois moi, c'est sur les procédés de fabrication. C'est-à-dire que nos produits en France sont souvent des bons produits. La façon de les fabriquer en France n'est jamais assez efficace par rapport à ce que peuvent faire des Allemands ou des Italiens. Donc la grande différence qu'il y a entre la France et des pays qui sont bons au niveau industriel et qui se vantent et que nous-mêmes nous comparons souvent, nous nous comparons au Mittelstand allemand, nous nous comparons à l'autoroute A4 au nord de l'Italie où vous avez 200 km d'usine. Il est là, il est dans les procédés de fabrication et l'esprit industriel tous les matins, comment on fait pour faire moins cher et mieux. C'est ça qui nous manque. Donc c'est culturel, c'est profond. Oui, mais on a d'autres choses. On a la R&D, on a un capital humain qui est important, avec une conscience de formation aussi. Vous y travaillez ? Oui, donc là c'est le point très important. Je pense qu'en effet, au niveau français, on a des capacités et on les utilise à faire ce qu'on appelle de la R&D. On en a parlé plusieurs fois. Oui. Le mot R&D
c'est un acronyme que j'aime, bien sûr. Je suis un ingénieur, donc j'aime ça. Mais ça ne représente pas forcément ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est vraiment d'être capable de faire coïncider les besoins d'un marché avec un produit et un procédé de fabrication. On n'a pas besoin de faire une grande R&D romantique pour se dire, voilà, et souvent avec une image qui peut paraître un petit peu poussiéreuse ou parfois un peu déconnectée de la réalité. En fait, non, on a besoin d'équipes techniques. J'aime bien les sciences et techniques proches de l'usine qui vont être capables justement de développer ces produits et ces procédés. C'est ça. Vous êtes d'accord, Raphaël, Alexandre? La formation aussi, la R&D oui, mais la formation continue. La formation est donnée envie à nos jeunes de rejoindre l'industrie et toujours avec la même idée. On en voit, il y a des faire jeunes envie. ici. Voilà. Il y en a des jeunes et féminisés aussi. Ça a été rappelé à plusieurs reprises au cours de la matinée. Il faut attirer nos jeunes filles vers les filières techniques, vers les filières d'ingénieurs. Moi, j'ai ma fille aînée qui est ingénieure. Bon nombre de ses amis et elles-mêmes sont intéressées par les filières industrielles. Je crois que jamais les formations nucléaires n'ont attiré autant de jeunes et notamment autant de femmes. Et je pense qu'il faut continuer. C'est un message très long qu'il faudra répéter, mais c'est ça qui donne aussi espoir et qui donne un nouvel élan à nos métiers. Ce sera le mot de la fin. Très rapidement, le capital humain. Oui, mais surtout, je ne pose pas R&D et industrie. Dans mon domaine, on doit industrialiser ce qu'on développe au laboratoire. Donc pour moi, ça doit être très, très imbriqué. Un briquet. Alexandre, le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexandre, Raphaël et Laurent. On peut les applaudir.